Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette 15e édition du Baromètre des risques Allianz. Je suis Sarah Donnel, Regional Head of Distribution Allianz Commercial. Et pour cette présentation, je suis entourée d'experts Allianz. Je vais vous les présenter. Nous allons faire un tour de table. Aurélie, si tu veux bien commencer. Bonjour, Aurélie Hazard. Je suis claim spécialiste, ligne financière et cyber. Bonjour, Patricia Honorin. Je suis inspectrice au sein du département indemnisation, dommages, construction et énergie renouvelable. Bonjour, Philippe Bourgeot, je suis ingénieur de prévention dommages, spécialisé dans les études d'impact en perte d'exploitation. Bonjour, je suis Anouk Nathan et je suis responsable de la recherche sectorielle chez Allianz Trade. Merci de votre présence. Je vous propose maintenant de regarder ensemble le sommaire de notre présentation. En premier lieu, je vais vous parler effectivement du baromètre des risques à la fois monde et France pour 2026. Nous regarderons aussi plus particulièrement la carence des fournisseurs ou CBI avec les experts que nous venons de rencontrer. Et Anno conclura avec un point de vue économique 2026, ce baromètre des risques. Nous pouvons commencer donc avec le baromètre des risques mondiaux. Tout d'abord, concernant la méthodologie et les participants, cette 15e édition en 2026 a vu la participation de 3300 sondés sur 106 pays, sur 23 secteurs d'activité et a été conduit fin 2025, du 14 octobre au 14 novembre 2025. Les principaux risques en 2026 au niveau mondial. Tout d'abord, nous avons toujours les incidents cyber. Pour la 5e année consécutive, ils arrivent en tête au niveau du baromètre monde. Il reste la préoccupation majeure des entreprises, suivie cette fois de près par l'intelligence artificielle, qui passe de la 10e à la 2e place dans ce classement mondial. Et l'on voit que l'intelligence artificielle fait une entrée assez fulgurante. En 3e position, les interruptions d'activité, qui restent quand même une préoccupation majeure des entreprises, tous segments confondus. En 4e position, les évolutions législatives et réglementaires, qui restent stables pour cette année. En 5e position, les catastrophes naturelles qui passent de la 6e à la 5e place. Effectivement, nous pensons que cette évolution des catastrophes naturelles qui est en décroissance est due au fait que la saison des cyclones a été relativement calme en 2025. En 6e position, le changement climatique, qui est toujours un événement qui préoccupe les entreprises pour 2026. Les risques politiques et monétaires arrivent en 7e position et ils font forcément face à ce que l'on endure aujourd'hui avec les politiques d'austérité et le protectionnisme. Les développements macroéconomiques arrivent en 8e position. Puis les incendies-explosions, qui ont toujours été dans le top 10 du baromètre mondial, arrivent à la 9e position et les évolutions de marché concluent ce baromètre des risques à la 10e place. Comme je le disais, les principales tendances à retenir de ce baromètre des risques mondial, c'est toujours effectivement la prédominance des risques cyber qui préoccupent toutes les entreprises. Cette année étroitement liée à l'intelligence artificielle qui devient au niveau mondial une préoccupation majeure. Les entreprises reconnaissant cependant qu'il est vraiment très utile de développer l'intelligence artificielle pour 50% d'entre elles, ce qui explique que les risques associés à cette intelligence artificielle deviennent une préoccupation majeure pour les entreprises. Les risques géopolitiques, effectivement, sont aussi très importants et on le voit, les guerres actuelles préoccupent les entreprises, mais notamment pour la chaîne d'approvisionnement. Et seulement 3% d'entre elles pensent que leur chaîne d'approvisionnement est résiliente. Je vous propose de passer maintenant au baromètre des risques France. Alors, le baromètre des risques France en 2026 reprend les 10 tops des risques que nous avons trouvés dans le baromètre des risques mondiaux, avec en revanche un alignement différent, un classement différent. Toujours en premier lieu les incidents cyber, avec cette année encore une très forte progression du cyber pour les répondants. Les catastrophes naturelles en 2e position. En 3e position, les incendies-explosions, qui font encore cette fois écho à plusieurs risques complexes qui peuvent déboucher des incendies-explosions. On en parlera tout à l'heure. Et notamment, en 4e position, l'interruption d'activité. Avec nos experts, nous regarderons à ce propos les carences de fournisseurs et les perturbations donc de la chaîne logistique.
En cinquième lieu, les risques politiques et les violences politiques qui, cette année encore une fois, du fait de l'actualité, ont une forte progression dans le top. En sixième position, le changement climatique. Les entreprises sont réellement préoccupées par le fait un grave accident climatique puisse notamment dérégler la chaîne d'approvisionnement, empêcher les approvisionnements et perturber leur activité. Les évolutions législatives et réglementaires, puis enfin l'intelligence artificielle qui arrive à la 8e place dans ce classement en France. Effectivement, nous sommes un peu moins préoccupés par l'intelligence artificielle en France que dans le monde, car seulement 10% des entreprises petites et moyennes ont adopté l'intelligence artificielle en France, contre 20% en moyenne en Europe. En 9e position, l'évolution des marchés et enfin, les développements macroéconomiques viennent conclure ce top 10 des risques en France. Je vous propose donc de passer au focus que nous souhaitons accorder cette année à la carence des fournisseurs avec Aurélie. CBI, bien comprendre pour mieux l'appréhender. Bonjour à tous. Alors peut-être effectivement, si on peut faire le lien avec le baromètre des risques, effectivement les deux éléments en tête sont les incidents cyber et l'interruption d'activité. Donc autant lier les deux problématiques et effectivement évoquer la question des carences fournisseurs ou CBI, Contingent Business Interruption. Donc si on passe ensuite sur le prochain slide, donc effectivement d'abord plantons le décor. Si un assuré subit des pertes d'exploitation consécutives à un sinistre dans les biens ou les locaux assurés, pas de problème, il sera couvert au titre de la police dommages. De la même manière, si un assuré subit des pertes d'exploitation consécutives à un incident cyber sur son système d'information, là encore, la garantie sera offerte au titre de la police cyber. La question qui nous intéresse aujourd'hui, c'est si le sinistre survient ailleurs que sur les locaux ou biens assurés, ou si la cyberattaque a lieu ailleurs que dans le système d'information de notre assuré. Là, je laisse la parole à Patricia qui va nous évoquer ce que sont les carences en assurance, parce que c'est vers ce type de garantie qu'il conviendra de se tourner. Oui, merci. Effectivement, nous avons donc au sein de nos polices différents types de carences. Des carences qui sont soit en aval, qui sont les carences de nos clients, soit en amont, nos fournisseurs, soit des carences internes au sein de l'entreprise elle-même, soit des carences de services en électricité, gaz ou autres. Des carences dites latérales qui sont un petit peu plus rares mais qu'on a quand même, qui peuvent être consécutives soit des problématiques administratives, des problématiques géopolitiques, des problématiques administratives. Et aujourd'hui, nous allons faire un focus particulier sur notre carence dite fournisseur. Carence fournisseur au sein de nos police, cyber et dommages. Et dommages, exactement. Donc commençons notre voyage, mais peut-être qu'on peut le commencer par un petit point ou un petit rappel sur ces garanties en dommages qui sont... Oui, alors, la garantie dommage symbolisée par un chêne centenaire, hein, on voit bien là où on veut arriver. Donc c'est une police qui accorde des garanties systématiques. Elles sont intégrées dans la clause des pertes d'exploitation et les carences sont énoncées donc sans problématique particulière. Ce sont des garanties acquises depuis un certain temps déjà. En sens inverse, en cyber, la garantie carence est beaucoup plus jeune, petit arbre, qui n'est pas encore complètement frêle, il pousse gentiment, mais néanmoins, voilà. Donc la garantie est offerte depuis 2020 et il y a eu une accélération de la souscription de cette garantie que l'on peut proposer
comme s'il y a eu une prise de conscience de la nécessité de se protéger du risque que peuvent représenter les prestataires face au cyber. Au départ, et dans la première idée, c'était de se dire nos fournisseurs peuvent être le vecteur d'une cyberattaque qui va toucher notre assuré. Alors là, on n'est pas encore dans du CBI, mais assez rapidement et sous l'impulsion des courtiers et des clients, il est apparu plus que nécessaire de faire un peu comme en dommage, de prévoir cette garantie CBI dans nos contrats cyber. Cette garantie est proposée pas dans le corps de la police, mais au titre d'un avenant et sujet à discussion avec nos services souscription et effectivement est gentiment en train de grandir et d'évoluer. Oui. Donc ensuite, effectivement, on se retrouve dans la situation où on a un sinistre qui a été notifié et la manière dont on va l'analyser. La première chose à dire, c'est que finalement, on a quand même un contrat d'assurance. De manière assez classique, on doit regarder l'ensemble des garanties sur la manière dont ce contrat doit s'appliquer. Aujourd'hui, on se cantonne plus particulièrement à nos garanties carences. Et la première différence que l'on peut voir et point de difficulté que l'on peut rencontrer, c'est finalement comment est la police dommage. Oui. Alors, on peut peut-être évoquer les critères de mise en jeu au sein de nos contrats pour essayer de voir et nos points communs et nos différences qu'on analysera plus tard. Donc, en termes de dommages, les garanties, les événements ne posent pas de difficultés majeures puisqu'on est pratiquement systématiquement sur des garanties tout risque sauf. Donc tout est garanti sauf ce qui est exclu. Et on a une copier-coller assez évidente sur les garanties de carence, puisque en carence, nous garantissons ce qui est couvert au titre de la garantie principale perte d'exploitation et nous excluons la même chose. Il y a quand même un petit élément important, Madame Cyber, c'est la nécessité d'un dommage matériel survenu chez le fournisseur. C'est quand même, et on le verra plus tard, un élément assez important et différenciant. Effectivement. En cyber, les choses sont assez différentes puisque nous avons des garanties qui sont à péril dénommées et pour que la garantie puisse être déclenchée, il faut qu'il y ait une cyberattaque survenue chez le fournisseur et c'est le point le plus essentiel. Cela étant, cette cause de déclenchement est sujet à de nombreuses discussions sur des problématiques éventuellement d'ouverture et là je renvoie vers nos merveilleux service souscription à qui vous pouvez poser toutes les questions qui pourraient être nécessaires. Donc le deuxième point important, c'est l'identification du fournisseur. Et on va voir que nous sommes encore un petit peu différenciants sur ce point-là. En termes de fournisseurs sur nos contrats dommages, ils ont besoin d'être soit listés, en général ce sont des fournisseurs de rang 1 qui sont désignés par le client, et qui sont listés et dont la liste doit être remise aux assureurs. Les autres fournisseurs, dits non dénommés, n'ont pas besoin d'être listés, mais les garanties peuvent découler. Un point important, c'est que la différence qu'il y a entre ces deux types de fournisseurs, ce sont les montants des garanties accordées et des franchises supportées. En cyber, oui, effectivement, les choses sont un peu différentes. On essaye de distinguer entre les fournisseurs IT, pour lesquels on n'a pas besoin de les identifier, on ne les note pas dans l'avenant dédié. C'est pas quelque chose qui est nécessaire au moment de la souscription. En revanche, les souscripteurs non-IT seront listés dans l'avenant CBI non-IT et seront l'objet, là encore, de discussions avec la souscription sur l'acceptation, parce que l'idée, c'est que on sait que c'est plus difficile d'apprécier le risque cyber que peuvent représenter ces fournisseurs non-IT et on a besoin aussi de les connaître pour identifier des problématiques de doublons parce qu'ils pourraient être également assurés par ailleurs et chez nous.
Voilà, donc c'est pour ça qu'on demande à les lister sur ces fournisseurs. Ce qu'on peut noter, c'est que il est difficile pour l'assureur et pour l'assuré d'apprécier un risque chez son fournisseur. Et les assureurs aiment bien maîtriser leurs risques. Donc effectivement, une des maîtrises qui est à leur disposition, c'est la limitation de la garantie, puisqu'on est par essence dans un paysage non connu. Un autre critère de mise en jeu qu'on va analyser, c'est notre période d'indemnisation. Alors c'est vrai que sur la partie dommage, puisqu'on colle, comme on l'a compris, à la garantie principale de perte d'exploitation, les garanties sont accordées sur des périodes qui vont de 12, 18 ou 24 mois en fonction des critères sollicités par l'assuré et acceptés par l'assureur. En cyber, c'est un peu pareil. On renvoie au corps de la police, effectivement, sur les périodes d'indemnisation qui commencent à compter de l'interruption d'activité et qui vont courir pendant 180 jours pour la garantie perte d'exploitation et jusqu'à 12 mois pour la garantie des frais supplémentaires d'exploitation. Mais c'est somme toute assez classique si on compare l'ensemble des contrats cyber. Elles sont plus courtes. Voilà, elles sont plus courtes chez nous, je suis d'accord, mais effectivement, c'est assez classique. Gestion de sinistre, puisque nous sommes deux à avoir ce magnifique métier. Exactement. Et à voir les difficultés que nous pouvons rencontrer à l'occasion de l'analyse d'un sinistre. Bien évidemment, le point de départ, comme tu l'as dit tout à l'heure, relativement classique, est de déjà, dans un premier temps, déterminer si nous sommes ou pas en garantie de façon globale, avec l'analyse des contrats au regard du sinistre qui a été déclaré. Ensuite, nous avons donc ce focus particulier sur cette garantie et je vais parler du dommage puisque je suis le chêne centenaire concernant donc les fournisseurs. Comme on l'a dit, en dommage, on ne va pas s'intéresser fondamentalement à la qualité du dit fournisseur, on va s'attacher au fait qu'il soit listé, nommé ou non dénommé, ce qui va nous donner immédiatement la limitation de garantie, ce qui peut être intéressant sur des sinistres qui ont a priori et qui vont avoir des périodes très longues, et l'analyse sera de toute façon limitée à la période de garantie. En cyber, là aussi, au moment de la gestion du sinistre, on fera attention de vérifier quel est le fournisseur qui a été impacté par la cyberattaque. Si ça nous permet de déterminer le bon avenant à appliquer et effectivement les bonnes garanties et les bonnes limites, les bonnes franchises lorsqu'elles sont mentionnées dans cet avenant. La recherche, oui, c'est ça. La cause de la perte, point essentiel pour confirmer le déclenchement des garanties. En dommage évidemment, mais en cyber particulièrement parce que, comme je le disais au début, c'est à péril des nommés et il faut vérifier effectivement que notre prestataire, qu'il soit un prestataire informatique ou non informatique, ait subi effectivement une cyberattaque au sens de la police. Alors en dommage également, essentiellement, je dirais, la difficulté majeure que nous rencontrons, c'est de pouvoir accéder finalement dans les locaux des fournisseurs et envoyer nos propres experts, nous déplacer également, pour pouvoir d'une part vérifier deux choses importantes, c'est qu'il y a bien un dommage matériel survenu chez un tiers, dommage matériel qui serait couvert s'il était survenu dans les locaux de notre assuré. Ça paraît simple comme ça l'est beaucoup moins dans la pratique, puisque nous pouvons rencontrer, et nous rencontrons d'ailleurs, des problématiques de confidentialité la plupart du temps, avec des mises en place de protocoles, des mises en place de NDA, qui nous permettent la plupart du temps de pouvoir analyser et d'obtenir les contrats, même si parfois nous ne les avons qu'en consultation. Donc il faut enregistrer et imprimer très très vite les éléments dont nous avons la nécessité, en tout cas à terme, et de pouvoir coller finalement la garantie
coller tous les éléments nous permettant de pouvoir calculer la perte de notre assuré, et tout ça dans une période qui est contractuellement définie. Il faut bien intégrer que nous n'avons pas de lien contractuel avec le tiers, que seul l'assuré les a. Alors quand je dis l'assuré en termes d'assurance, c'est soit la direction des assurances, soit la BU concernée avec les locaux, et c'est pas très simple. Et en cyber aussi, c'est aussi la direction des systèmes d'information, et donc effectivement, qui sont pas forcément très au fait de ce qu'est l'assurance. Effectivement, c'est toute la problématique qu'on a, et j'insiste sur la détermination, l'obtention des éléments pour gérer le sinistre, la détermination du lien causal entre la perte et l'événement garanti, et c'est clairement le nœud sur lequel sur lequel on est assis au sinistre. Voilà. Donc on a pris la décision de ne pas vous montrer un calcul de perte de marge, parce que je pense que là, on dépassait le timing de façon très très large. Simplement de bien comprendre que ce qui nous importe, c'est le lien direct entre le sinistre et la perte. Donc je vais essayer de vous, par le biais d'un exemple, de vous démontrer toutes les difficultés qu'on peut rencontrer. Donc là, j'ai eu affaire à une explosion chez un tiers, explosion sur un site classé Seveso. Donc dès qu'on voit Seveso, on imagine toutes les difficultés pour pouvoir y accéder, pour pouvoir analyser, etc. Sur l'explosion, donc je me suis dit, bon, une explosion en dommages, j'ai pas de difficulté particulière. Néanmoins, on avait besoin quand même de se rassurer et d'obtenir tous les éléments essentiels par rapport à la perte qui nous était déclarée par notre assuré et la carence de son fournisseur. Donc cette explosion a été assez violente. Elle a mis en rideau tout le process chez le fournisseur. Process qui était essentiel pour notre assuré, puisque la fabrication d'un des composants des produits finaux de notre assuré ont arrêté d'être produits, et non seulement arrêté, mais le process lui-même a été arrêté, l'intégralité de l'usine a été arrêtée, parce qu'on s'est rendu compte sur place, et le fournisseur et l'assuré, avec des recherches, avec tout un tas de bureaux d'études, ont travaillé et finalement ont dû se rendre à l'évidence qu'il fallait modifier les process, modifier les sécurités. Tout ça a pris 1 an et demi. Donc les délais, durant cette période, évidemment, couraient. On voyait notre période d'indemnisation s'amoindrir de façon assez importante. Et nous avons dû, au bout de cette année et demie, obtenir et limiter la perte contractuellement due, puisque toute la période liée à une mise en conformité, à une analyse des nouveaux process, etc., n'était pas le lien causal dont on parlait tout à l'heure et le lien direct avec la perte. Et nous avons dû faire nos calculs pour limiter la perte contractuellement due à la reconstruction à l'identique du dit processeur. Donc ça a mis 2 ans et demi. Alors c'est vrai que ça paraît long, mais c'est lié à tous les écueils dont on parlait tout à l'heure avec Aurélie. Un exemple en cyber. Donc, effectivement, on a eu un sinistre à gérer dans lequel, au moment où on comprend la déclaration reçue, qu'une centaine de sociétés avaient externalisé leur système d'information à un prestataire informatique. Ce prestataire informatique a subi une cyberattaque par ransomware. Ça a eu pour conséquence d'empêcher l'utilisation des outils métiers de ses clients, qui étaient complètement inaccessibles pendant plusieurs semaines. Nous avions, parmi ces 100 sociétés, 3 sociétés assurées chez Allianz. Elles ont subi des pertes et donc se sont retournées vers nous pour obtenir une indemnisation. Dans le cadre de cette indemnisation et le travail que nous avons dû suivre, la première chose qu'on a fait, c'est d'abord de faire une expertise technique chez notre assuré, nous, parce que on voulait bien vérifier que le ransomware dont a été victime le prestataire n'a pas, les cyberattaquants n'avaient pas semé des petites graines chez notre assuré. Une fois évacuée cette
ce premier point, on a dû faire, et avec toutes les difficultés, et ça a été effectivement très difficile, d'obtenir les informations chez le prestataire. Effectivement, on devait avoir accès au rapport forensique pour bien comprendre la cause de l'incident, le lien avec la perte, et pour analyser tout ça, il fallait obtenir les informations de la part de ce prestataire. Difficile parce que effectivement nous n'avions pas possibilité de les obtenir, on a pu les consulter entre avocats qui nous a effectivement fait des rapports sur ce qu'il avait pu voir. Donc c'est effectivement la grande problématique qu'on a dans ces dossiers. La confidentialité et l'accès aux données. On a réussi à obtenir quand même les informations pour nous permettre de confirmer que la garantie pouvait être déclenchée. Et ensuite, on est rentré dans un calcul plus régulier de la perte d'exploitation suivi par notre assuré. Mais ça n'est pas l'objet de notre discussion aujourd'hui. Alors, on va peut-être évoquer et synthétiser par des points clés. Peut-être nos points communs déjà, toutes les deux. Alors, identification des fournisseurs, très certainement. On est d'accord. Sur les limites de garantie et la nécessité de déterminer la cause, là encore, on est d'accord. On est tout à fait dans le même axe. En revanche, nous sommes différents sur un certain nombre de choses, puisque en cyber, nous avons besoin d'avoir la spécialité de notre fournisseur. Est-il un fournisseur IT, non-IT? Et ça a une incidence très importante. Sur l'événement de déclenchement de la garantie en cyber, il est unique sur ce que nous proposons. Par ailleurs, je pense que là, le montant des garanties accordées sont différents en cyber et en dommages. Et sur la période d'indemnisation sont différentes, mais somme toute assez classiques selon la ligne. Alors, on peut résumer les points clés. Oui. Il est important de rappeler, et je pense que tous les partenaires autour de la table et tous nos auditeurs chez eux, on sait que l'impact financier des carences sont très importants. C'est un élément dont il faut tenir compte, d'où l'importance de la limitation des risques pour les assureurs, d'où l'importance de bien connaître son circuit de fournisseurs, et je pense que Philippe nous en parlera tout à l'heure. On peut remarquer aussi qu'on a une augmentation importante des risques qui sont liés à l'internationalisation, au nombre grandissant de fournisseurs, de plus en plus loin, à la nature et au nombre de contrats qui sont signés par nos assurés et qui nous sont opposables par voie de conséquence. Et puis la démultiplication des nombres, on l'a évoqué tout à l'heure, d'événements importants qui peuvent endommager, en tout cas déclencher la garantie. Et ça, c'est... Et en cyber également, parce qu'on peut le lire aussi tout à fait quand on regarde un peu la presse, le monde du cyber, et c'est confirmé par notre baromètre des risques, ne se calme pas. Donc, en relation justement avec ces difficultés, se pose la question de la prévention des risques chez les fournisseurs. Et donc, typiquement en relation avec ce point, je vais passer la parole à mon collègue ingénieur Philippe Bourgeot, qui va évoquer les pistes proposées par Allianz pour que les assurés, et peut-être même nous, assureurs, puissions évaluer de manière plus précise les risques que l'on peut rencontrer en CBI. Merci Aurélie. Donc le risque CBI paraît complexe, effectivement, car il y a beaucoup de fournisseurs. Les carences fournisseurs peuvent avoir un impact en cascade au sein de l'entreprise sur les flux de production, jusqu'aux ventes finales, évidemment. Alors, comment faire pour y voir plus clair? Comment faire pour attaquer le sujet? Je dirais avec méthode. Et une bonne piste pour ça, c'est de lancer une étude BIA pour Business Impact Analysis. C'est une étude relativement courte qui permet de dégrossir le sujet en identifiant et en quantifiant les impacts
essentiel en termes de perte d'exploitation. Il s'agit d'impact net parce qu'on prend en compte aussi les résiliences, on mesure aussi les résiliences en millions d'euros. Et donc, on regarde à la fin l'impact vraiment sur le PNL, donc sur ce qu'on appelle la perte d'exploitation. Cette étude permet de fournir une première image, encore un peu floue, mais déjà nettement mieux qu'une image complètement floue. Et c'est très important parce que ça permet de prioriser les actions à mener, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup, dans le domaine de la maîtrise des risques. Donc ça permet d'être efficace en fait dans la business continuity management. Je vais vous donner quelques exemples d'intérêt de cette méthode, ce sont des exemples vécus avec nos clients, de nombreux clients. Par exemple, sur un site chimique, la BIA a permis de montrer qu'un des bâtiments avait un impact perte d'exploitation beaucoup plus important que les autres. Ça a permis au directeur industriel de réorienter son plan de protection. En fait, il avait des investissements à faire en termes de protection, il les a plutôt positionnés sur ce qui était le plus critique. Chez un équipementier, on a pu prioriser les actions fournisseurs. Ce qui était intéressant de voir, c'est qu'en fait, à l'issue de l'étude, le classement des fournisseurs en termes d'impact n'était pas exactement celui que les managers avaient en tête. Donc ça, c'est aussi un intérêt de ce genre d'études. Et puis, sur d'autres études avec d'autres clients, on a pu soit évacuer des scénarios surestimés, c'est-à-dire que parfois il y a des peurs qui s'avèrent en fait, quand on regarde bien et qu'on met les chiffres en face, pas des risques si forts que ça. A contrario, donc il y a d'autres risques qu'on ne voit pas. Et puis ça permet aussi, parce que c'est un travail d'équipe, donc dans les échanges, ça a permis, avec un autre client aussi, de découvrir des nouvelles pistes de résilience. Notamment liées à un projet dans un autre pays qui pouvait être vu un peu différemment pour apporter de la résilience en fait sur un autre site. Voilà, on va passer au slide suivant. Donc maintenant, on va rentrer un peu dans la méthode, comment ça marche. La chose la plus importante, c'est de regrouper les sachants. Donc c'est vraiment un travail d'équipe. Qui sont les sachants en général? Nous, on travaille avec les directions industrielles, direction des achats, direction d'usine. Risk management, effectivement, souvent donc aidé par nous ou d'autres, enfin par un consultant qui apporte la méthode et qui aide à l'animation. La méthode se décompose en 3 phases, 3 étapes. La première étape, c'est le mapping des flux, ça c'est indépendant des scénarios. Donc on identifie les flux de marge brute, on va dire, qui sont en fait des flux de produits ou de services. Mais ce qui est très important, c'est qu'on ne fait pas que les identifier, on leur met un poids. Quel est le poids en termes de perte d'exploitation de chacun des flux. Donc ça, c'est une image qu'on fournit assez rapidement au cours des échanges aux clients. Donc l'étape suivante est la quantification des résiliences par flux. On n'a toujours pas parlé de scénario, donc pour l'instant on est vraiment sur les flux, combien ils coûtent en gros et qu'est-ce qu'on a comme plan B. Donc là on regarde et on mesure surtout en millions d'euros la quantification des résiliences, qui est très important pour les directions industrielles ou directions des achats, parce que ça valorise leur travail en fait. Et donc là, cette quantification, donc on l'a fait flux par flux. Et après, l'étape d'après, là, on rentre dans vraiment l'analyse de scénario. C'est quoi un scénario? C'est un événement qui est défini par quoi? Par une liste de flux impactés. Donc on choisit dans le mapping quels sont les flux impactés et on va regarder flux par flux ce qu'on voit à l'écran, c'est-à-dire l'impact sur la marge brute. La marge brute ici, elle est en bleu. On voit qu'il y a un incident là en rouge. Elle tombe à 0 et on voit la résilience qui est en vert. Par exemple, il y a du stock. On peut mesurer qu'on récupère toute la marge brute grâce à la continuité des stocks et qu'on a une autre résilience mais qui commence un peu plus tard, qui est en vert et qu'on va chiffrer. Et par différence, on a donc la perte.
On mesure donc ainsi les pertes d'exploitation nettes après résilience. Voilà, c'est ce que je peux dire, c'est que c'est un exercice toujours très enrichissant, que on ne sait pas ce qu'on va trouver en début d'étude, mais on est toujours surpris à la fin de ce qu'on a trouvé, qui en général est très positif et a permis de faire avancer la maturité de l'entreprise dans sa compréhension de ce risque complexe. Donc c'est un phénomène itératif, on avance pas à pas, mais je vous invite, donc n'hésitez pas à faire le premier pas et à faire votre première BIA si vous n'en avez pas encore fait, mais avec méthode, accompagné par nos soins, et n'hésitez pas à nous contacter, on se fera un plaisir de vous apporter conseil. Voilà, on termine ce voyage entre gros chênes et petites arbustes. Voyage plaisant. Voyage plaisant. Donc on a vu qu'on était sur des paysages relativement semblables, mais quand même avec quelques différences. Et on a pointé du doigt aussi avec Philippe la difficulté que les assureurs et les assurés ont d'analyser leurs risques de sinistres survenus chez des tiers, chez des fournisseurs avec des ruptures. Et comme tu le disais, parfois avec surprise, puisque c'est pas forcément ce qu'on imaginait au départ. Donc voilà, ce sont des perspectives qui sont intéressantes, sont des sujets qui sont très importants et pour les clients et pour les assureurs, compte tenu des impacts financiers très lourds. Exactement. Et il ne faut pas oublier que notre assuré doit être notre partenaire en fait dans l'analyse du sinistre CBI, parce que finalement c'est un sinistre qui a lieu chez un tiers pour nous et qu'en réalité on a besoin de son soutien au maximum pour gérer le dossier dans des délais acceptables, et c'est par son biais et qu'on peut avoir accès à l'information. L'assuré fait dans ce cas parfaitement encore plus partie du système, du processus d'indemnisation. L'assuré est la clé d'un bon sinistre bien géré. Exactement. Merci. Merci. Merci à tous les trois pour cet éclairage très intéressant. On voit bien effectivement l'importance d'avoir les bonnes informations au bon moment, mais aussi l'analyse de ces informations, comme l'a dit Philippe. Je vous propose maintenant de faire un tour d'horizon des perspectives 2026 de l'économie mondiale, et on va retrouver nos sujets abordés lors de l'énoncé du baromètre des risques, et notamment l'intelligence artificielle. Arnaud, je te laisse la parole. Merci Sarah. Bonjour à tous. Donc effectivement, une année déjà 2025 un peu anxiogène, c'est le cas de le dire, avec pas mal de mutations. Et l'une des principales j'ai envie de dire, un des principaux changements qu'on a pu observer depuis 2025, c'est qu'en fait, on vit dans un monde très incertain. Si vous regardez le graphique de gauche sur cette diapositive, en fait, ça nous montre l'incertitude économique. Et vous voyez qu'en fait, en 2025, l'incertitude économique, et c'est toujours le cas aujourd'hui, en fait, elle est plus élevée qu'en période de pandémie. Donc véritablement, on doit s'adapter à ce nouveau monde avec énormément d'incertitudes. Et lorsqu'on regarde, voilà, qu'est-ce qui contribue à cette incertitude, et c'est vrai à travers tous les pays, bien que l'incertitude économique est aujourd'hui beaucoup plus grande aux États-Unis qu'en Europe. Ce qui est certain, c'est que la composante, d'une part géopolitique, a contribué très très fortement à l'augmentation de l'incertitude à travers le monde. Il y a une part d'incertitude économique, ce qui fait écho effectivement aux résultats du baromètre et aux inquiétudes sur les développements macroéconomiques. Donc il y a un peu d'incertitude liée aux politiques fiscales, aux politiques budgétaires des pays et à la politique monétaire. Mais bien entendu, l'éléphant dans la pièce, c'est la politique commerciale. Et le contexte de guerre commerciale dans laquelle nous sommes depuis 2025. Bien entendu, l'épicentre de cette guerre commerciale reste les États-Unis. Avant l'intronisation du second mandat de Donald Trump, le droit de douane moyen aux États-Unis se situe autour de 2,5%. Aujourd'hui, on est
entre 12 et 15%. Vous voyez que même l'actualité va tellement vite qu'on n'a pas le temps de mettre à jour tous nos graphiques en temps réel. Aujourd'hui, voilà, il y a des discussions autour de potentiellement lever certains droits de douane sur les métaux. Mais voilà, ce qui est certain, c'est qu'on va se situer à des droits de douane relativement élevés. En plus de cette incertitude de savoir est-ce que demain il y aura des nouveaux droits de douane sur quels produits visant quel partenaire commercial, il y a aussi un peu d'incertitude juridique aux États-Unis, puisque comme vous le savez, il y a des actions en justice qui sont intentées pour essayer de retirer ces droits de douane. La réalité, c'est que les retirer, ce ne serait pas forcément une bonne nouvelle. Pour la simple et bonne raison que l'administration voulant les instaurer, ça va simplement créer de nouveau de la volatilité. Et donc nous, on s'attend à ce que les droits de douane aux États-Unis soient autour de 10%, donc 4 fois plus élevés qu'avant l'arrivée à la Maison-Blanche de Donald Trump. Et le parallèle à ça, c'est qu'aujourd'hui, ces droits de douane ne semblent pas permettre d'atteindre les objectifs politiques qui étaient souhaités. Quand vous regardez le graphique de droite, c'est assez frappant parce que vous avez les balances commerciales des différents pays et blocs économiques et vous voyez que la balance commerciale américaine reste solidement ancrée en territoire négatif et ne se redresse que marginalement. Et à contrario, vous l'avez certainement lu dans la presse, l'excédent commercial chinois atteint un record historique, alors que c'était la cible première de l'administration américaine. Alors, pourquoi est-ce que globalement le commerce mondial tient à peu près la route? Pour 2 raisons principales. La première, c'est l'intelligence artificielle. Alors on l'a mentionné dans le baromètre en tant que risque émergent, mais si ça devient un risque émergent, c'est parce que c'est de plus en plus présent dans les préoccupations, dans les investissements notamment. Et très clairement, le commerce mondial lié aux équipements et aux biens qui permettent le déploiement de l'intelligence artificielle a permis de soutenir le commerce mondial. Le deuxième phénomène, et là il est un peu plus au niveau des entreprises, c'est que les entreprises ont utilisé des moyens de contournement pour atteindre leur marché lorsqu'ils étaient empêchés ou en tout cas n'avaient plus le même accès à certains marchés. Et donc ce qui est intéressant, c'est quand vous regardez le volume de containers traités dans les ports au niveau mondial, en fait aujourd'hui le volume de containers traités est plus élevé qu'en 2021-22 au moment de la reprise post-pandémie. Il n'y a pas un boom économique. La seule raison qui explique ce nombre de containers supplémentaires, c'est tout simplement que les entreprises font du contournement, reroutent leurs marchandises, et plutôt que d'aller de Shanghai à New York, ils vont passer par le Mexique ou le Vietnam, ce qui rallonge les durées, mais permet en tout cas aux entreprises d'avoir une certaine résilience. Et donc globalement, malgré toute cette incertitude, tous ces risques, ce contexte de guerre commerciale, bon an, mal an, l'économie mondiale se porte relativement bien. On n'est pas dans des chiffres où on peut se réjouir et sauter au plafond, mais en tout cas, la croissance mondiale était autour de 3% l'année dernière. On l'attend légèrement en retrait, mais toujours autour de 3% cette année, ainsi que l'année en 2027. Elle sera essentiellement tirée par les États-Unis et la Chine. J'y reviendrai un petit peu plus en détail. L'Europe est un petit peu en retrait, mais la bonne nouvelle en Europe, c'est notamment le regain de croissance qu'on attend en Allemagne. Alors ça, c'est notre scénario central. Après, depuis 2020, économiste, c'est pas le métier grâce auquel on dort le mieux, puisque la balance des risques est plutôt négative. Je vais pas rentrer en détail sur cette diapositive, mais ça vous donne un petit peu le calendrier et ce que nous on surveille. Ça va de décisions de justice américaines à des réformes qui sont attendues aux Pays-Bas sur le système de retraite, également ce qui se passe au niveau de l'Allemagne et de son stimulus autour de la défense et de l'infrastructure, la dérégulation bancaire. Voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent. En Europe, d'ailleurs, c'était dans l'actualité pas plus tard qu'hier, le renouvellement du mandat, enfin, qui va succéder à Christine Lagarde en tant que gouverneur de la Banque Centrale Européenne. Donc
voilà, il y a beaucoup d'événements qui peuvent être chargés et je ne vous cache pas que la plupart de ces événements comportent des risques plutôt négatifs. Donc ça nous rassure pas. Ça ne veut pas dire qu'on est catastrophiste, mais en tout cas, on les regarde avec beaucoup d'attention. Parmi les événements, il y a bien entendu les événements politiques. Et alors, les économistes, nous, on adore parler en pourcentage du PIB, pas forcément en nombre d'habitants, mais vous voyez que plus de la moitié de l'économie mondiale, en termes de PIB, se rendra aux urnes cette année et l'année suivante. Donc pareil, je ne vais pas rentrer en détail, mais nous, Français, voilà, on a bien dans notre calendrier le 11 et le 18 avril qui sont marqués pour l'élection présidentielle, mais il y aura des élections également en Espagne, en Italie, au Royaume-Uni, donc vraiment 2 années assez chargées en termes de calendrier politique. Alors je mentionnais l'IA pour parler du soutien au commerce mondial et je mentionnais aussi un peu la résilience, l'exceptionnalisme de la croissance américaine. Aujourd'hui, quand on regarde en détail, et c'est ce que vous voyez là sur la diapositive à l'écran, c'est qu'en fait, c'est uniquement la tech et l'intelligence artificielle qui soutient l'économie américaine, qui est vraiment devenue une économie à 2 vitesses. C'est-à-dire que si vous retirez, par exemple, l'investissement en intelligence artificielle, l'investissement aux États-Unis est en décroissance. Donc véritablement, vous avez cette dynamique à 2 vitesses où quasiment un tiers de la croissance américaine est expliquée uniquement par ce secteur de la tech. Un petit mot sur la Chine, qui, comme je le disais initialement, était quand même la cible principale des politiques commerciales américaines. La Chine s'en sort bien parce qu'elle a fait un effort de compétitivité externe. C'est-à-dire qu'un certain nombre de secteurs chinois, et ça, pareil, c'est quelque chose qu'on lit assez régulièrement dans la presse, sont en surcapacité et donc ils peuvent baisser les prix. Baisser les prix, ça leur a permis de rester compétitifs, à la fois aux États-Unis, même s'ils étaient frappés de droits de douane, mais également en Europe, où on le voit notamment un secteur de l'auto européen qui est mis à mal par la concurrence chinoise. Et globalement, ce qu'on constate, c'est qu'il y a un certain nombre de secteurs en Chine qui ont des taux d'utilisation de capacité qui sont encore faibles, et donc qui pourraient encore augmenter leur production, voire tirer à la baisse leur prix, et qui ont gagné des parts de marché. Donc très clairement, il y a une surperformance de certaines industries en Chine grâce à leur compétitivité externe. La Chine n'a toujours pas réglé ses problèmes de demande interne. Voilà, ça fait des années maintenant qu'on parle d'une Chine qui doit changer de modèle et davantage s'appuyer sur sa consommation domestique. C'est toujours pas le cas. La Chine continue de croître grâce à ses marchés à l'export. Je parlais de l'investissement IA. Aujourd'hui, la grande question, bien entendu, qu'on nous pose à longueur de journée à nous, économistes, mais également en tant que grand investisseur institutionnel européen, c'est y a-t-il une bulle dans l'IA ? La grosse conviction, c'est que nous investissons massivement dans l'IA et que ça va soutenir des gains de productivité. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup d'espoir, beaucoup d'investissements. La grande incertitude, c'est effectivement quels seront les vrais gains de productivité. Et il s'avère que si ces gains de productivité sont moindres, voilà, là, je pense qu'on reviendra au champ lexical de la bulle et il y aura des corrections de marché. En tout cas, c'est véritablement un point focal pour l'ensemble des économies à travers le monde. Un petit point sur l'inflation. L'inflation, elle reste relativement élevée aux États-Unis, notamment en raison des droits de douane, mais pas que. Quand on pense à l'inflation, il faut aussi avoir en tête ce qui se passe au niveau, par exemple, de la politique d'immigration aux États-Unis. Quand vous retirez un certain nombre de travailleurs immigrés qui sont très importants dans des secteurs comme la restauration, la construction, etc., ça a de facto un impact sur le prix du travail. Et puis, ces droits de douane ont aussi alimenté chez les Américains des anticipations d'inflation plus élevées. Donc, ils demandent des revalorisations salariales plus importantes. Tout ça fait que l'inflation américaine est un petit peu plus élevée. En Europe,
on est en train, l'inflation c'est quasiment normalisé partout. Il va quand même y avoir des dilemmes, notamment pour la Banque Centrale Européenne, parce que l'inflation est un peu plus forte en Allemagne qu'en France. Parce que l'inflation est un petit peu plus forte dans certaines catégories de produits que d'autres. Donc ce sera pas forcément facile pour les décideurs politiques, mais globalement on est loin d'une problématique comme celle qu'on a aux États-Unis. Et enfin, la bonne nouvelle également d'un point de vue chinois, c'est que la Chine sort de la déflation. C'est-à-dire qu'il y avait des grandes craintes que la Chine sombre en déflation. Ces craintes semblent se résorber. Nous, on attend une normalisation progressive de l'inflation en Chine dans les 2 ans à venir. Alors bien entendu, si je parle d'inflation, c'est aussi pour en venir au taux d'intérêt qui nous intéresse tous. On s'attend à ce qu'il y ait encore une baisse de taux, des taux directeurs aux États-Unis. Et en revanche, mauvaise nouvelle pour ceux qui nous regardent et qui avaient peut-être un projet d'achat immobilier, les taux directeurs ne vont pas forcément baisser. Et puis de toute façon, les taux directeurs ont une influence sur les taux d'emprunt, mais pas autant que les taux d'emprunt des souverains. Et là, on ne s'attend pas à ce que le coût de la dette de l'État français se réduise massivement. Donc voilà, si vous attendiez pour un achat immobilier, n'attendez pas pour les taux. En ce qui concerne les entreprises, en revanche, et ça, vous l'avez peut-être lu un petit peu partout, il semble que dans le contexte actuel, il y ait beaucoup d'entreprises qui bénéficient aujourd'hui de conditions de financement qui sont plus intéressantes que certains États. Ce qu'on constate en Europe, mais aussi aux États-Unis, c'est que sur les dernières années, en fait, les grosses entreprises se sont désendettées. C'est ce que vous voyez sur le graphique de gauche. Et quand on met ça en rapport avec l'investissement en Europe, l'investissement aux États-Unis n'est pas un problème. Il y a un cycle d'investissement relativement fort. Alors certes, il est biaisé par l'IA et la tech, mais en Europe, l'investissement est plutôt mou. Si je mets de côté ce qu'on prévoit d'investir dans la défense et dans certaines infrastructures, l'investissement est plutôt mou. Et il y a un certain nombre de secteurs qui ont sous-investi en 2024 et en 2025. Avec des ratios d'endettement qui sont meilleurs, avec des taux d'emprunt et des conditions financières qui seront plus avantageuses, on s'attend à ce que certains secteurs en Europe rattrapent leur retard et investissent. Vous voyez, c'est assez frappant, mais aujourd'hui, le secteur de la tech en Europe est en sous-investissement. Donc nous, on s'attend à ce qu'il y ait un petit peu d'effet de rattrapage. Un petit mot sur la France avant de conclure. En France, ce qu'on constate, c'est que le crédit a été relativement un soutien relativement important à la croissance française. Alors bien entendu, si vous avez en tête le tableau de tout à l'heure, la croissance française va se situer autour de 1%, donc pas de quoi fanfaronner. Mais ce qu'on constate, c'est que parmi les déterminants ou les facteurs qui ont poussé le cycle, il y a eu le crédit. Le deuxième point, c'est que le cycle s'améliore pour certains secteurs industriels. Donc l'industrie française était, on va dire, relativement à la peine en 2024, hormis le secteur de la pharmacie. En 2025, on a notamment le secteur de la défense, parce que c'est une des forces de la base industrielle française, c'est ce secteur de la défense. Donc le fait qu'il y ait davantage de dépenses sur ces postes-là fait que le secteur en bénéficie. Je mentionnais également le cycle du crédit. Donc vous avez un certain nombre de secteurs qui sont dépendants du crédit, comme l'auto, on voit des petits signes de rebond et globalement le cycle industriel semble être orienté vers une reprise. Encore une fois, une reprise plutôt timide, mais une reprise tout de même. En ce qui concerne le consommateur, là malheureusement, peu
peu de signaux au vert. Le moral des ménages n'est pas terrible. Si vous regardez le graphique de gauche, les barres bleu clair, c'est le moral des ménages. Vous voyez que malheureusement, on reste bien ancré en territoire négatif. Alors, si vous voulez voir le verre à moitié plein, ça rebondit, mais c'est toujours négatif. Et ça se ressent un petit peu en fait sur les chiffres de consommation qui sont relativement raplapla. Les seuls postes de dépenses dans lesquels on voit un petit peu plus de rebond, c'est autour des équipements, les équipements ménagers, et puis également sur certains équipements électroniques. Tout ça, il y a deux facteurs. Si vous vous souvenez, les gens avaient acheté beaucoup d'électroménagers en 2021. L'électroménager, ça dure 4-5 ans. Et donc 25-26, il faut renouveler les équipements. Et enfin, sur l'électronique, il y a aussi un effet lié aux nouvelles technologies et à l'IA. Donc voilà, une économie française résiliente, bon an, mal an. L'État moins en soutien. Très clairement, les marges de manœuvre budgétaires ne sont pas larges pour l'État français. Un petit rebond industriel, le consommateur toujours pessimiste, mais avec un petit peu de mieux. Donc, ce qui fait que globalement, on va rester sur un rythme autour de 1% de croissance, ce qui n'est pas réjouissant, mais ce qui n'est pas catastrophique non plus. Voilà. Merci et je te rends la parole, Sarah, pour le mot de la fin. Merci beaucoup, Arnaud. On va retenir du coup le positif dans ce que tu viens de nous démontrer. Merci à tous les quatre pour vos éclairages d'experts. C'était vraiment très intéressant. On voit bien que les risques deviennent de plus en plus complexes pour les entreprises, mais aussi interdépendants. Et ça explique aussi la gestion difficile des sinistres chez les assureurs. Nous allons conclure donc ce baromètre 2026. Il n'y a pas de questions-réponses pour ce baromètre. En revanche, vous avez tout à fait la possibilité de nous poser des questions grâce au QR code qui apparaît sur votre écran et nous répondrons ultérieurement. Vous pouvez également retrouver les informations sur ce baromètre des risques de 2026 sur le site Allianz. Et je vous invite à aller sur le site allianzcommercial.com. Merci à tous pour votre participation. Merci à tous les quatre. À très bientôt pour le prochain baromètre des risques 2027.